Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Je suis ravi de vous retrouver tout de suite. Voici le sommaire et notre question du jour. En a-t-on définitivement fini avec le coronavirus alors que le port du masque ne sera bientôt plus obligatoire en intérieur et qu'une nouvelle réunion doit avoir lieu avec le ministre de l'Éducation nationale? Profs, élèves et parents vont-ils enfin pouvoir respirer? On en débat avec nos invités sur ce plateau dans un instant. Tisser des liens entre acteurs de l'éducation et de la recherche académique, faire communiquer ensemble parents, enfants, enseignants et scientifiques en réconciliant éducation, philosophie et sciences. C'est le défi de l'association Efficience. Sa cofondatrice sera avec nous en deuxième partie d'émission. Enfin, cette semaine, Malika Ménard reçoit April Benayoum dans Souvenirs d'écoliers. Vous la retrouverez tout à l'heure pour la dernière partie de son interview. Mais d'abord, c'est l'actu en bref, c'est maintenant et c'est avec Emma Guessel. Bonjour Emma, comment ça va? Ça va bien et vous, Mickaël? Très bien, on commence avec Emmanuel Macron et une question: comment compte-t-il réformer l'éducation? Mais oui, la question se pose alors qu'Emmanuel Macron est officiellement candidat à l'élection présidentielle. Dès lors, que va-t-il proposer de nouveau, de plus que ce qui a déjà été proposé et fait pendant son mandat? Eh bien, si le chef de l'État n'a pas encore présenté son programme, quelques pistes sont déjà envisagées. Emmanuel Macron réfléchit à supprimer le CAPES, par exemple, ou encore à créer une sorte de super ministère de l'Éducation nationale en le fusionnant avec le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de la Culture. À la tête de ce ministère, justement, il y a en tout cas un candidat, c'est lui, Bruno Le Maire, qui se verrait bien gérer ce super ministère selon nos confrères de Marianne. On continue avec la visite d'Éric Zemmour au Salon de l'Agriculture. Et oui, c'est un peu le passage obligé de tous les candidats à l'élection présidentielle. Après Emmanuel Macron, Valérie Pécresse ou encore Marine Le Pen, c'était au tour d'Éric Zemmour de s'y rendre ce matin à ce salon. Il a pu échanger avec des élèves du lycée agricole. Et je voulais vous montrer ces images. Éric Zemmour en pleine séance de selfie avec des jeunes visiblement ravis de se faire prendre en photo avec lui. Et on termine avec la ville de Poitiers qui va accueillir les premières rencontres nationales de l'éducation populaire. Et oui, elles se tiendront du 16 au 18 mars prochain. Il s'agit en fait de faire évoluer un élève dans des espaces tels que les maisons de quartier, les colonies de vacances, des clubs sportifs, bref, tout ce qui se trouve en dehors des cadres d'apprentissage traditionnels. La maire de Poitiers est très engagée sur le sujet et souhaite faire de sa ville la capitale de l'éducation populaire. Et l'éducation populaire, on y reviendra très prochainement dans le grand JT de l'éducation. Merci beaucoup Emma. Merci Mickaël. En a-t-on définitivement fini avec le coronavirus alors que le port du masque ne sera bientôt plus obligatoire en intérieur et qu'une nouvelle réunion doit avoir lieu avec le ministre de l'Éducation nationale? Profs, élèves et parents vont-ils enfin retrouver une vie normale? Voici notre question du jour. Et pour y répondre, j'accueille Prisca Thévenot, porte-parole d'En Marche. Bonjour. Bonjour. Avec nous également par Skype, le docteur Gérald Kierzek. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes médecin, urgentiste, éditorialiste médical et directeur médical de Doctissimo. Soulagement dans les cours de récréation depuis la rentrée des vacances d'hiver avec la fin du masque obligatoire en extérieur. Et depuis jeudi, encore mieux, on apprend qu'à partir du 14 mars, le masque ne sera plus obligatoire également en intérieur. Prisca Thévenot, j'ai envie de dire enfin. Enfin, j'ai envie de dire heureusement qu'effectivement nous ne sommes pas sous la coupe d'un nouveau variant et que l'ensemble des Français ont poursuivi leurs efforts, parce que ce enfin en fait c'est plutôt un merci qu'il faudrait dire, parce que l'ensemble des Français, des professeurs, des enfants ont respecté les protocoles qui ont été mis en place dans tous les établissements scolaires, que ce soit les écoles, les collèges, les lycées, et puis dans la vie de tous les jours. Donc oui, nous sommes soulagés, nous avons une date qui est le 14 mars, sachant que le ministre de l'Éducation nationale ce matin, Jean-Michel Blanquer, a bien insisté sur le fait qu'il s'agissait du masque, mais qu'il y a encore l'ensemble des protocoles à alléger progressivement, de façon intelligente par rapport à ce qui a été fait jusque-là, et que le 9 mars allait être réuni effectivement au ministère l'ensemble des représentants syndicaux et des autorités de santé compétentes pour voir comment on pouvait aussi alléger les protocoles sanitaires dans nos établissements scolaires. Ouais, donc ça, ce sera mercredi, nouvelle réunion avec le ministre de l'Éducation nationale et les syndicats d'enseignants. Mais pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps finalement? On a l'impression qu'il y a quand même un décalage entre la réalité de la situation sanitaire et les prises de décision de l'exécutif, notamment lorsqu'il s'agit de l'école. Prenons par exemple ce premier allègement, la fin du masque en extérieur. Ça, clairement, est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire au moment de la rentrée de janvier?
au moment où on avait encore la double vague, Delta et Omicron, je pense que là, pour le coup, ça aurait été peut-être un petit peu prématuré. Je parle du port du masque en extérieur. Hein. Oui, mais sachant que dans les écoles, on parle bien des écoles, Oui. et dans les écoles, les cours sont quand même beaucoup plus petites, les enfants ont quand même une densité qui font qu'ils sont beaucoup plus proches les uns des autres, et puis les jeux de contact, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi j'en ai, je sais très bien que c'est compliqué de dire à des enfants de ne pas jouer ensemble dans la cour de récréation, et donc les jeux sont souvent des jeux de proximité. Encore une fois, l'ensemble des protocoles qui ont été mis en classe dans les écoles n'ont pas été faits pour enquiquiner les enfants, ni les parents, et encore moins les professeurs, mais bien de faire en sorte que nous puissions continuer à avoir nos écoles ouvertes, alors qu'en janvier, nous avions une double vague, Omicron et Delta. Gérald Kierzek, il me semble que le port du masque en extérieur dans les écoles, vous, à la base, vous n'étiez pas pour. Mais ça ne sert à rien. Enfin, de même que ces protocoles mis en place par l'Éducation nationale sont des protocoles politiques, et il y a le calendrier politique, il y a les mesures politiques, et il y a le relâchement dans un calendrier politique que je comprends totalement, mais sur un plan médical et scientifique, évidemment que le masque à l'extérieur ne sert à rien, évidemment que le masque chez les enfants n'était pas respecté ou difficile à respecter, donc de toute façon on a bien vu les vagues de contamination, et quand on parle de vagues, ce sont bien des contaminations, ce n'est pas des vagues de cas graves, et quand on parle de double vague Omicron, Delta, on voit bien que ça n'a pas eu de répercussions hospitalières. Donc tout ça fait que médicalement ou scientifiquement, on aurait pu relâcher beaucoup plus tôt, on aurait pu ne pas mettre en place un certain nombre de mesures, mais après je comprends que d'un point de vue politique, c'était compliqué, d'un point de vue de gestion de l'hystérie médiatico-politique, puisqu'on peut parler de mesures hystériques quand on a vu ces courbes, ces chiffres, etc. Le politique était obligé de faire quelque chose, il l'a fait, mais d'un point de vue médical, moi j'étais un des premiers dès décembre à dire mais calmons-nous sur Omicron en particulier. J'avais même écrit, et Dieu sait si on m'a reproché d'avoir écrit ça en disant c'est une chance, mais évidemment Omicron est une chance, et on voit bien que le fait de contaminer des enfants, ça permet de contribuer aussi à une immunité collective via une immunité post-infectieuse, une immunité naturelle, et ça a participé là aussi à la descente de cette vague de contamination, ou en tout cas au fait qu'on ait une barrière dans la population. Alors, je vous vois froncer les sourcils, Prisca Thévenot, depuis tout à l'heure. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je ne sais pas que je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas revenir. Je ne suis pas médecin, donc je ne me permettrai pas de dire que je ne suis pas docteur avec un docteur qui a fait des études en sciences. Et j'ai beaucoup de respect pour la science et je la conteste pas. Ce que je dis simplement, c'est qu'effectivement, cet avis en est un sur le port du masque. Oui, bien sûr. Dans les écoles. Et on a aussi d'autres autorités de santé qui n'avaient pas forcément le même avis. Il fallait trouver un juste milieu pour pouvoir, encore une fois, tenir ces écoles ouvertes. Je ne suis pas complètement d'accord par contre, et là, ce n'est pas forcément médical, sur le fait que le port du masque n'était pas bien mis, ou alors je l'ai mal compris dans les écoles. Moi, je le vois au sein des écoles que j'ai pu fréquenter, en tant que maman, mais aussi parce que j'ai été voir certains établissements scolaires, et le port du masque est globalement très bien porté dans les écoles, parce que aussi les enseignants, tout le personnel scolaire a fait un travail de pédagogie auprès des enfants, et que les enfants, honnêtement, ont souvent mieux mis le masque et respecté les gestes barrières que nous, même les adultes. Bon, alors si effectivement maintenant on met de côté effectivement cette rentrée de janvier avec cette double vague Omicron Delta, la rentrée des vacances d'hiver, Prisca Thévenot, est-ce que finalement elle était utile, cette étape intermédiaire? Parce que là, on parle du 14 mars pour le retrait du masque également en intérieur. On a l'impression, on se demande, est-ce que 2 semaines, c'est vraiment beaucoup, quoi? Est-ce que finalement, là, au moment de la rentrée des vacances d'hiver, on n'aurait pas pu se dire, bon, bah, c'est bon, ça y est, on arrête tout? Il y a eu des brassages aussi pendant ces vacances. Heureusement, les Français qui ont pu se retrouver en famille, ont pu partir en vacances. Et donc, il peut y avoir aussi des nouvelles formes de contamination parce qu'on est sorti de ces cercles habituels de fréquentation. Donc, je pense que, est-ce que, au regard des semaines, des mois et même de l'année qui vient de s'écouler, 2 semaines, c'est incroyable, je ne suis pas sûre. Encore une fois, il ne s'agit pas dans la surprotection, il s'agit juste dans la précaution. C'est quoi? C'est un sas de sécurité finalement ces 2 semaines? Faisons attention. Post-vacances. Voilà, soyons progressifs. Il a toujours été annoncé que le calendrier de desserrement et de relâchement des mesures serait progressif. Il s'agit de 2 semaines. Je peux comprendre que c'est encore 2 semaines, mais qu'est-ce que 2 semaines au regard de l'ensemble des efforts que nous avons tous faits au cours de ces dernières années? Gérald Kierzek nous parlait de décisions politiques. C'est une décision scientifique ou politique?
Vous savez, l'ensemble des décisions qui ont été prises dans le cadre de cette crise sanitaire sont fondamentalement politiques. Pourquoi ? Parce qu'elles s'appuient bien évidemment en premier lieu sur le sanitaire, ça c'est indéniable, mais elles s'appuient aussi sur des considérations qui sont économiques, qui sont psychologiques, qui sont d'ordre sanitaire plus global. Donc elles sont politiques. Par contre, elles ne sont pas politicienne. Et c'est ça qu'il faut bien souligner. Sinon, ça serait le Covid qui serait en train de faire une campagne politique. Mais des nouvelles qui arrivent le même jour que l'entrée en campagne officielle d'Emmanuel Macron. Est-ce que là, il n'y a pas une forme de maladresse, quelque part ? Je ne sais pas si c'est une forme de maladresse. On pourrait aussi dire la guerre qui se déclare en Ukraine à quelques jours de la déclaration, c'est une forme de maladresse. Mais ça, on ne le maîtrise pas. Non, mais le virus non plus, on ne le maîtrise pas. Oui, mais les annonces, on les maîtrise. Attendez, je veux bien. Là, pour le coup, ça devient un petit discours un peu politicien. Et j'en souris, mais c'est dramatique en réalité. Non, la Covid n'a pas d'agenda politique, ou en tout cas, sinon, j'ai rien compris. Et non, le président de la République aurait préféré faire cette campagne de façon différente. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans son adresse aux Français via la lettre qui a été publiée. Encore une fois, là, quand on regarde le calendrier progressif de desserrement des mesures, oui, ça se passe en France, mais ça se passe aussi partout en Europe en même temps. Donc, je pense que là, plutôt que d'essayer de trouver la raison du pourquoi, du comment, soyons peut-être un peu contents ensemble. On a une bonne nouvelle qui, en ce moment, elles ne sont pas nombreuses. Donc, espérons que ce calendrier puisse se mettre en place, que nous n'avons pas une nouvelle vague qui nous arrive au coin du nez et qu'on puisse enfin pleinement se concentrer sur autre chose. Là-dessus, on est tous d'accord, c'est un soulagement pour tout le monde. Comprenez juste que ça peut surprendre. Il y a encore quelques semaines, Olivier Véran parlait d'un arrêt du pass vaccinal possible à partir du mois de juillet. Finalement, c'est annoncé au 14 mars. Tant mieux. Tant mieux. L'inverse aurait été embêtant. J'ai envie de dire, si ça se passe comme ça, tant mieux. Encore une fois, je préfère qu'on annonce des mesures en disant finalement on pourra desserrer plus rapidement que ce qui était prévu initialement, que l'inverse. On a jusqu'à présent un peu trop connu l'inverse. Là, nous ne l'avons pas. Donc, continuons à rester très précautionneux. Moi, je vois qu'il y a des endroits où le port du masque n'est plus obligatoire depuis un moment et pourtant les Français continuent à le mettre par précaution parce qu'ils sont aussi très conscients des efforts qui ont été faits. Donc, il est tout à fait normal que si les mesures sont allégées en population générale, elles le soient aussi pour nos enfants en milieu scolaire. Docteur Kirziek, concrètement, aujourd'hui, quelle est la situation dans les services d'urgence ? Est-ce qu'il y a encore des patients Covid aujourd'hui ? Alors, dans les services d'urgence, j'allais dire, il n'y a quasiment jamais eu de patients Covid. Je vous rappelle que même durant la première vague, on avait moins 30 à 40% des services d'urgence, une baisse d'activité de 30 à 40%. Donc, c'est les services de réanimation dans 2 régions, Île-de-France et Grand Est. Là, quand on regarde les chiffres, on est à un peu moins de 2400 patients en soins critiques. Ce n'est pas que de la réanimation. Donc, soins critiques, je vous rappelle qu'il y a 20 000 lits de soins critiques. Donc, on est à 10% de remplissage. Comme chaque année, il y a des infections virales, respiratoires. Il y a des décès, on ne peut pas arriver à 0 décès, mais on sait qu'il y a une différence entre des gens hospitalisés ou qui meurent avec le Covid, de gens qui meurent à cause du Covid. Et très souvent, le Covid est un facteur déclenchant, malheureusement, d'un état de santé déjà extrêmement précaire. Donc là aussi, il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de pincettes. Je sais que c'est très inquiétant pour des gens de voir, qui ne connaissent pas la situation hospitalière, de voir que chaque jour, il y a 200, 300 morts du Covid. Aujourd'hui, les dernières 24 heures, il y en avait 161. C'est toujours trop, bien sûr, mais je vous rappelle que c'est dans un contexte de 1700 morts naturelles par jour. Chaque jour, il y a 1700 patients qui meurent et ça ne fait pas la une des journaux. Donc la situation dans les services hospitaliers, elle n'a pas eu depuis des semaines de conséquences particulières à cause, et j'allais dire grâce à Omicron, qui est un virus qui n'a pas conduit les gens à l'hôpital et heureusement. Juste sur l'atterrissage, parce qu'il va falloir atterrir et sur une potentielle nouvelle vague, tout dépend comment on va la gérer, cette nouvelle vague. Encore une fois, ce n'est pas une vague de conséquences hospitalières, c'est une vague de contamination. Et il est fort probable qu'avec Omicron et peut-être avec d'autres variants recombinants, on aura d'autres vagues. Plus on teste, plus on trouve. Après, c'est comment on gère cette vague. Soit on la gère de manière panique et on se dit « oulala, les cas montent, etc. » Et on va repartir dans une hystérisation du débat. Soit on se dit « bon, on n'a pas de conséquences hospitalières. Oui, il y a une nouvelle vague et je pense qu'il faudrait vraiment changer ce terme de vague et je pense surtout qu'il va falloir arrêter de tester les gens. Et à ce moment-là, on va pouvoir gérer les choses de manière précise, comme on fait en médecine chaque année. Et c'est la même chose sur les traitements. Il n'est pas question d'aller donner des pilules miracles qui n'existent pas à tout le monde. En revanche, c'est de traiter les plus fragiles. C'est une pathologie, le Covid, qui touche les plus fragiles. Protégeons les plus fragiles. Vous parlez de nouvelle vague, donc selon vous, on n'en a pas réellement fini avec le virus alors ?
Non, on n'en a pas fini avec le virus. C'est-à-dire que la stratégie du zéro Covid, comme ça avait été prôné par certains, voire par certaines autorités scientifiques, on voit bien que c'est complètement une chimère, c'est illusoire. On va vivre avec ce virus, on ne peut pas supprimer l'air, donc on ne pourra pas supprimer ce virus-là. On passe tout simplement d'un virus pandémique à un virus endémique, c'est-à-dire qu'on va cohabiter avec. Et il va falloir, je regardais le président Biden qui a annoncé un plan sur le nouveau normal, the new normal. Eh bien voilà, il va falloir qu'on revienne au normal. Est-ce que c'est un nouveau normal ou pas? En tout cas, une situation de gestion. Comme on fait en médecine, vous savez, quelqu'un qui est fragile, on va le surveiller comme le lait sur le feu, on va lui donner un saturomètre pour qu'il rentre à la maison, on va lui prescrire des médicaments ou un scanner précocement et on va avoir ce patient-là en hospitalisation sous la main si besoin, alors que quelqu'un qui est en pleine santé, eh bien, on va pouvoir le faire rentrer à la maison et le surveiller d'un peu moins près. Mais tout ça, c'est une question de médecine de bon sens. En fait, on a perdu la médecine de bon sens avec cette crise-là et je ne peux que le regretter. Et si on décide, moi je l'avais dit déjà il y a des mois, si on décide de traiter le coronavirus de manière normale, on n'a pas à bloquer tout un pays. Et d'ailleurs, là, il faut rendre hommage au président Macron. Si en janvier 2021, il n'avait pas dit « on a un cap, on ne bloque pas le pays, on ne reconfinera pas », je vous rappelle qu'il y a beaucoup de médecins, voire d'autorités scientifiques, qui voulaient confiner. Donc ça, on ne peut que lui être gré d'avoir tenu ce cap-là. Là où après il a utilisé à des fins politiques cette vague Omicron, c'est sur ce pass vaccinal et je pense qu'il serait de bon ton maintenant, vu la situation, de supprimer et pas de lever ce pass vaccinal. On en parlait effectivement il y a quelques secondes avec Prisca Thévenot. Vous pensez donc qu'on a raison déjà de le lever au 14 mars? Pour vous, c'est pas trop tôt? Il faut le supprimer. Ce n'est pas une histoire de lever. Il faut supprimer ce pass vaccinal qui, pour moi, est une aberration sur le plan médical. D'ailleurs, il a été passé un peu en force au mois de décembre dans une vague, comme vous dites, d'Omicron, Delta, etc., mais avec aucune conséquence hospitalière. Et puis même, on a bien vu que ce n'est pas le vaccin qui protège des contaminations. Si le vaccin protégeait des contaminations, eh bien, on n'aurait pas eu cette... Je ne sais même plus le numéro de la vague. C'est 4, 5, 6. En tout cas, on voit bien que cette vague-là de contamination, c'est-à-dire de cas positifs, lié à une politique de tests complètement aberrante. Là aussi, dépenser 1,6 milliard de tests par mois, ça me paraît complètement, et pas que moi d'ailleurs, complètement aberrant, mais c'était pour ce pass vaccinal. Or, le vaccin, donc le pass vaccinal, n'est pas proportionné par rapport à la gravité de la situation sanitaire. Ça ne l'était pas au mois de décembre, ça l'est encore moins au mois de mars. Quand vous dites pass vaccinal, pour vous, il faut supprimer pass vaccinal et pass sanitaire également? Ah oui, il faut supprimer passe vaccinal et passe sanitaire qui n'ont pas d'intérêt. Et surtout, il faut revenir à une stratégie personnalisée. C'est-à-dire qu'on a eu des mesures en début de crise. Là encore, je peux les comprendre. On ne savait pas ce qui allait arriver en France et en Europe. Il y a eu des mesures généralisées. Or, on s'est rapidement aperçu que c'était une pathologie qui touchait les plus fragiles. Et donc, il fallait personnaliser les mesures. Et donc, la vaccination. Et il faut vacciner les gens les plus à risque, les gens fragiles, les plus de 65 ans, les patients obèses ou les patients atteints d'un déficit immunitaire. Mais ces mesures, elles doivent être personnalisées, elles ne doivent pas être appliquées à toute la population. On voit bien que, mais vacciner des gens qui ont zéro risque de faire une forme grave, ça n'a pas de sens. Donc aller contraindre ou d'aller supprimer l'accès à certains lieux, ça n'a vraiment pas de sens sur le plan de la situation épidémiologique. Et puis alors le pass sanitaire, mais rentrer à l'hôpital avec un pass sanitaire, je trouve ça tout simplement contre les valeurs de l'hôpital et d'accueil des patients ou des patients ou des familles. Imaginez quand même que des familles n'ont pas pu voir leurs proches, tout ça parce qu'elles n'avaient pas de pass sanitaire. Prisca Thévenot, pourquoi ne pas supprimer le pass sanitaire au 14 mars? Mais en fait, moi, ce que je ne comprends pas depuis tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression qu'on oublie juste un mot, c'est la vaccination. Non, le grand sauveur, je suis désolée, ce n'est pas Omicron. Le grand sauveur, c'est la vaccination et la campagne de vaccination. Et donc oui, il a fallu mettre en place des outils pour pouvoir inciter massivement à la poursuite de la campagne de vaccination quand elle pédalait un petit peu et quand on avait épuisé un peu tous les recours pour expliquer l'importance de cette vaccination. J'ai l'impression qu'on est en train de se dire que là, on parle d'une grippe qui a un peu paralysé le monde entier pendant 1 an et demi. Non, il s'agit d'un virus qui nous a violemment percutés, qui a causé de nombreux morts, qui a envoyé de nombreuses personnes en réanimation, en hospitalisation. Et puis il y a un truc dont on ne parle pas du tout là, qui est le Covid long, qui a notamment fait des débats au sein de l'Assemblée nationale, et c'est très bien. Donc encore une fois, l'objet du pass sanitaire, du pass vaccinal, c'est bien aujourd'hui qu'on puisse s'en dire, et j'en suis ravie, qu'on puisse presque oublier ce qu'on a traversé.
tant mieux. Mais attention, ne soyons pas indécents et n'oublions pas qu'il y a des familles qui sont endeuillées, qu'il y a des gens qui sont encore en réanimation et il y a des gens qui sont en Covid long. Donc oui, le seul et unique sauveur de tout ça et ce qui nous permet aujourd'hui de lever progressivement l'ensemble de ces mesures, c'est la vaccination. La vaccination qui a notamment été impulsée aussi à un moment par le pass sanitaire et par le pass vaccinal. Prisca Thévenot, on en parlait au début de ce débat. Une réunion doit se tenir mercredi entre le ministre de l'Éducation nationale, les syndicats d'enseignants et le ministre de la Santé. On sait ce qui doit être discuté lors de cette réunion ? Mais justement, c'est l'allègement des protocoles. À l'école ? À l'école. Parce qu'effectivement, il y a le masque dont on a parlé en début d'émission, mais aussi l'ensemble des protocoles. C'est-à-dire le brassage des différentes classes au moment des repas, au moment de la récréation. Mais il y a également aussi le sujet quand un professeur est absent, est-ce qu'on peut redispatcher l'ensemble des élèves dans les autres classes ? Tout ça, ça fait partie des protocoles qui sont en ce moment en vigueur dans les écoles et qu'il va falloir discuter pour voir comment il est possible de les alléger. Ça se fait en concertation, bien évidemment, avec les autorités de santé, mais aussi avec les syndicats de professeurs, mais aussi de tout l'ensemble du personnel éducatif. Qu'en est-il aussi, vous parliez de vaccination, qu'en est-il de la vaccination des enfants, puisque depuis le 22 décembre dernier, tous les enfants de 5 à 11 ans peuvent se faire vacciner. On se souvient d'ailleurs qu'il fallait au départ le consentement d'un parent, puis de deux, puis d'un. Là aussi, il y avait eu un petit souci d'organisation à ce niveau-là. On en est où aujourd'hui ? Alors, l'obligation vaccinale, il n'y a pas d'obligation vaccinale, ni pour les adultes, ni pour les enfants. Et sur le sujet des enfants, c'était une recommandation qui avait été mise en place. Donc, il y a un certain nombre... Alors, pour les adolescents, il y a eu quand même essentiellement beaucoup de vaccinations, notamment dès le mois de juillet de l'année dernière, puisque c'est là que ça a commencé à rentrer en vigueur. Parce qu'on avait mis le pass sanitaire pour les adolescents. Oui, mais ils l'ont fait. Oui. Ils l'ont fait assez rapidement. Et ils s'y sont pliés aussi parce qu'ils se disaient, on va se réunir cet été, on va pouvoir se réunir et donc on veut pouvoir le faire tranquillement, librement, sans se soucier d'avoir potentiellement contaminé gravement quelqu'un qui n'est pas vacciné. Donc il y avait ce sujet-là. Pour les enfants, la vaccination clairement n'a pas été aussi importante pour les plus petits. J'ai envie de dire, on ne va pas aujourd'hui se dire si c'est bien, pas bien. Tout ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir desserrer. Docteur Kierzek, selon vous, il fallait vacciner les enfants de 5 à 11 ans ? Non mais surtout pas, et je ne peux pas laisser dire que ce qui nous a sauvés de cette épidémie, c'est la vaccination. Ce qui a sauvé, c'est la vaccination chez les personnes fragiles. Je vous rappelle que la mortalité des gens de moins de 60 ans chez des gens en pleine santé, elle est de 0% ou quasi 0%. Donc la vaccination, et je suis pro-vax, la vaccination, elle est intéressante et avec bénéfice chez les gens à risque. Et donc, chez les enfants, les 5-11 ans, il y a une balance bénéfice-risque qui n'est pas favorable en termes de vaccination. Il ne faut pas vacciner les enfants de 5 à 11 ans parce que ça n'empêche pas les contaminations, ça n'empêche pas les formes graves parce qu'il n'y a pas de formes graves. Et donc, je pense qu'il serait raisonnable, et d'ailleurs, je note qu'il n'y a pas eu d'obligation vaccinale, heureusement, mais il serait souhaitable d'être raisonnable et de se rendre compte que le risque de la maladie chez les enfants, malgré tous les éléments de langage, malgré toute la communication alarmante et à mon avis délétère qui a été faite auprès des parents en disant il y a des formes graves, etc. Ce qui est, quand vous regardez les chiffres, faux. Il faut dire que les enfants ont participé plus exactement en se contaminant entre eux. Ils ont été une barrière. Ils ont développé une immunité naturelle qui a été une immunité collective, en tout cas qui a permis d'endiguer ce virus-là. Donc il ne faut surtout pas vacciner les 5-11 ans. Quant aux adolescents, vous disiez que la vaccination, oui, ils ont joué le jeu parce qu'ils n'avaient pas le choix. Hein, et là aussi, ils ont très très peu de risques de formes graves, pour ne pas dire 0%, encore une fois, si vous n'avez pas d'antécédents. Mais de dire, comme vous venez de le faire, que ça empêchait la contamination de quelqu'un qui ne serait pas vacciné ou qui risquerait de développer une forme grave, c'est faux. Parce que c'est faux. On sait très bien que, et on l'a vu encore une fois avec la 5e ou 6e vague, que ça n'a pas empêché les contaminations. Donc encore une fois, il y a des éléments de langage ou un calendrier politique. Non, c'est pas des éléments de langage. Mais docteur, je me permets. Non, je me permets. Je suis désolée, mais j'ai l'impression qu'on est en train de refaire l'histoire et c'est dommage, alors qu'on devrait plutôt être en train de se satisfaire qu'on est en train aujourd'hui de penser à desserrer et à sortir de cette crise épidémique. Quand je vous écoute depuis tout à l'heure, ça me chagrine un peu parce que j'ai l'impression qu'on s'est juste embêté pendant 2 ans sur une grippe. Non, c'était quand même quelque chose d'extrêmement grave. On a appris à connaître ce virus au fil
fil des semaines, au fil des mois. Et là, on est en train de refaire l'histoire comme si on avait toutes les données d'aujourd'hui hier. Ce n'est pas vrai. Et la vaccination, je suis désolée, docteur, vous le dites peut-être pas aujourd'hui, mais vous le disiez sûrement à l'époque, et vos collègues le disent, et les autorités de santé françaises, européennes et internationales le disent. Non, ça ne réduit pas à 100% la contamination. Non, ça ne réduit pas à 100% le risque de finir en hospitalisation, mais ça les réduit considérablement. Et rien que ça, c'est quand même une grande avancée. Hein. Docteur Kierzek, madame, encore une fois, dans une population ciblée. C'est-à-dire que, et je ne suis pas en train de reprocher d'avoir pris des mesures généralisées. Errare humanum est, on ne savait pas ce qui allait arriver. En revanche, persévérer dans cette erreur et de dire, et on voit bien qu'Israël recule sur la 4e dose, on voit bien qu'aucun pays n'a mis en place une obligation vaccinale des 5-11 ans, y compris d'ailleurs les États-Unis qui étaient quand même très pushy sur cette vaccination. Pourquoi ? Parce que la science est en train de montrer que ça n'a pas d'intérêt, que la balance bénéfice-risque n'est pas favorable. Donc encore une fois, un vaccin comme un médicament, ça se donne quand on a un intérêt dans une population et il faut cibler de manière personnalisée. Et refaire l'histoire, c'est pas refaire l'histoire, mais il va falloir faire un retour d'expérience. Et en particulier, on parlait du masque à l'école, on parlait des mesures de confinement, etc. Il va falloir faire un retour d'expérience sur qu'est-ce qui a été utile, de qu'est-ce qui n'a pas été utile. Ne serait-ce que pour avoir des mesures proportionnées si jamais on a ce virus ou un autre qui revient. Alors, docteur Kierzek, une question concrète pour les téléspectateurs qui nous regardent. Fin donc du pass, suspension du pass vaccinal à partir du 14 mars. Concrètement, les personnes qui n'auraient pas encore fait leur 3e dose le 14 mars, devront-ils quand même la faire ? C'est la question que je vous pose. Ah ben j'en sais rien, parce que là les règles changent globalement. Non mais donc, en termes de... adapter. Est-ce que vous conseillez aux gens de se faire vacciner ? Non mais le booster de 3e dose chez des gens sans antécédents particuliers, on voit bien qu'il est quand même remis en question en termes d'efficacité. Donc, et ça, toutes les études scientifiques le disent. Donc il va falloir que la Haute Autorité de Santé, il va falloir que les recommandations soient claires pour dire est-ce que ces gens-là, vu la situation épidémique actuelle, qui était certes pas la même au mois de décembre, que les autorités de santé se prononcent et on suivra ce que les autorités de santé disent. Après, sur un plan de relation médicale, je pense que c'est une relation entre le médecin et son patient en fonction de l'état de santé de son patient. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à une stratégie vaccinale, encore une fois, individualisée. Les Suisses, je regardais un spécialiste de maladies infectieuses et de vaccinologie qui disait qu'il faut qu'on arrive à une relation individualisée, comme c'est de la médecine qu'on fait habituellement, et qu'on arrête une vaccination généralisée. Donc les Suisses le font. Je pense qu'il va falloir qu'on arrive aussi à cet atterrissage-là en France. Prisca Thévenot, dernière question. On évoquait tout à l'heure l'entrée officielle d'Emmanuel Macron dans la campagne présidentielle. Alors même s'il n'a pas encore dévoilé son programme, le président de la République a indiqué vouloir donner la priorité à l'école et aux enseignants qui seront plus libres, plus respectés et mieux rémunérés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors, je ne suis pas candidate, je suis porte-parole, mais effectivement, c'est s'inscrire dans la suite logique de ce qui a été fait pendant 5 ans. On ne dit pas que tout a été fait, mais on dit qu'on va s'appuyer sur ce qui a été fait et l'amplifier. Effectivement, donner plus de liberté, par exemple, sur les enseignements, sur la spécialisation. On l'a pu le voir dans la réforme du lycée, mais également permettre aux enseignants d'être beaucoup plus rémunérés, parce que nous savons qu'il y a un gap et qu'il faut le combler. Ça commence à être fait au cours de ce quinquennat, notamment avec le Grenelle de l'éducation, où on a des enseignants en début de carrière qui ont pu avoir une revalorisation de l'ordre de 180 €, je crois, sur les 2 premières années. Il faut poursuivre, il ne faut pas s'arrêter à cela. Et puis enfin, excusez-moi, il faut continuer à faire de l'école cet endroit où on peut lutter sur les inégalités de destin dès le début. On a mis le dédoublement des classes en place, on a mis les dispositifs devoirs faits, on a mis aussi le sujet du petit déjeuner gratuit, sur lequel vous m'aviez invité sur cette chaîne pour en parler. Ça participe de cela, il faut continuer. Et rapidement, concernant les retards pris pendant ces 2 années de Covid par les enfants, est-ce que le président compte faire quelque chose s'il est réélu ? Alors déjà, il faut souligner que par rapport au fait de ne pas fermer les écoles, ça a quand même une incidence. On a permis aux écoles de continuer à pouvoir rester ouvertes pour nos enfants, pour le système éducatif, bien évidemment, mais aussi pour tout un tas de raisons qui sont sanitaires, alimentaires et psychologiques. Et on voit sur les évaluations de CP, CE1 et 6e que les résultats restent quand même très bons, mais bien évidemment, il ne s'agit pas de se satisfaire, il s'agit de continuer à avancer et de voir effectivement sur quelle ligne exactement le président se prononcera. Merci Prisca Thévenot, porte-parole d'En Marche, d'avoir été avec nous. Et merci également à Gérald Kierzek. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, éditorialiste médical et directeur médical de Doctissimo.
Tisser des liens entre acteurs de l'éducation et de la recherche académique, faire communiquer ensemble parents, enfants, enseignants et scientifiques en réconciliant éducation, philosophie et sciences. C'est le défi de l'association Efficience. Sa cofondatrice sera avec nous dans un instant pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. De retour sur le plateau du Grand JT de l'éducation, deuxième partie de cette émission en compagnie de mon invité qui vient de me rejoindre, c'est Lisette Prince. Bonjour Lisette. Oui, bonjour. Ravie de vous accueillir. Vous êtes directrice générale et cofondatrice de l'association Efficience. Efficience pour éducation, philosophie et sciences. Oui. Parlez-nous de cette association, Lisette. OK. Je vous dirais l'association Efficience est venue au monde il y a 5 ans de ça déjà. Quand même, c'est une association entre quelqu'un du Québec et quelqu'un de la France, dont moi du Québec. Parce que vous êtes du Québec, ça s'entend. Oui, c'est ça, voilà. Vous vivez au Québec ou vous vivez en France? Là, ça va faire pratiquement 2 ans que je suis en France. Que vous êtes installée en France? Même 2 ans et demi à temps plein, pas mal, mais puis 1 an, voilà. D'accord. Oui. Et avec qui est-ce que vous avez fondé cette association? OK. J'ai fondé cette association-là avec Pline Lejeune, qui se trouve être, lui, présentement président de l'association aussi. On a fondé ça il y a 5 ans. Il était au Québec en train de faire une maîtrise en sciences de l'éducation. Voilà, je l'ai rencontré via une vidéo sur YouTube. Voilà, je l'ai rencontré là. J'ai vu, ouais, OK, je trouve c'est qui. Et donc, à ce moment-là, je l'ai contacté. Et il y a eu un match de ça a matché. Idées. Ouais, les idées que j'avais, les idées qu'il y avait, tout a fité. Un mois plus tard, l'association venait au monde. Et puis, on l'a créé, je dirais, pendant presque 2 ans à distance, chacun de notre côté, avec des gens un peu partout dans le monde. On a tout construit. Fait que nous, le COVID n'a pas été trop problématique pour nous. Hein, D'accord. On était déjà habitués. Voilà. Oui, vous étiez habitué à travailler à distance, forcément. Oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, il est doctorat en sciences de l'éducation, entre autres, et en recherche en sciences de l'éducation. Alors, pourquoi associer ces 3 disciplines, éducation, philosophie et sciences? Déjà, l'éducation, on croit que l'éducation, c'est au cœur de notre monde. Si à la base, il n'y a pas une éducation, comment on s'en va, qu'est-ce qu'on fait et tout. Fait que l'éducation, pour nous, était quelque chose qu'on trouvait très important pour amener peut-être du bien-être dans le monde. Et puis après, philosophie. Philosophie, nous permet de réfléchir, nous permet d'aller voir un peu l'univers des possibles, nous permet d'apprendre à réfléchir aussi. En philosophie, c'est beaucoup le questionnement, la réflexion, apprendre à penser, savoir pourquoi on pense quoi. Voilà. Et ensuite de ça, les sciences. Pourquoi les sciences? Les sciences nous apportent des connaissances, nous apportent quand même certaines... nous permettent de réfléchir, mais de façon assez ciblée. Et tout. Oui. Donc, mélanger ces 3-là, on pensait que pour nous... à l'époque, on n'appelait même pas ça esprit critique, nous. Hein. C'est parti du concept aussi de philo pour enfants, où est-ce que on apprend les enfants à réfléchir, développer leur métacognition, à savoir pourquoi je pense quoi, apprendre à argumenter, à dialoguer et tout. Mais là, ça s'est transformé, On va revenir à tous ces termes. Métacognition, par exemple, vous venez d'en parler. Oui. Ça veut dire quoi exactement? Je dirais, la métacognition, c'est... mettons, je vous parle. Oui. C'est direct. Mais la métacognition, c'est d'apprendre à réfléchir à quoi je pense et pourquoi je pense. D'accord. Voilà, donc être conscient de ce que je pense, être conscient de ce que je vais dire, être capable de l'amener, mais avec une conscience de ce que je sais pas, je vois un truc, plutôt que de dire « Ah ouais, je vais sur le moment, OK. » c'est vraiment de prendre un pas de recul sur sa pensée. C'est une compétence liée à l'esprit critique. Oui, finalement. Exactement. Ça fait partie d'une des compétences. Ça fait partie d'une des compétences. Vous parlez aussi beaucoup de lien social. Pourquoi est-ce que c'est important de faire communiquer ensemble, finalement, parents, enfants, enseignants, scientifiques, tout ce petit monde? Oui. On se rend compte que de plus en plus, la recherche nous le dit. Souvent, on a des domaines très... chacun fait un truc, mais si on mélange ensemble les compétences de chacun, les expériences de chacun, les connaissances de chacun, ça nous permet de réfléchir à un élément, mais en le voyant sur toutes ses dimensions, avec plusieurs façons de percevoir. Donc, ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur un même élément qui est beaucoup plus complet. Ouais. Alors, comment est-ce que vous faites justement pour arriver à faire communiquer toutes ces personnes ensemble? OK. Je vous dirais, nous, on est un peu comme le liant de tout ça. Je vous donne un exemple présentement avec notre jeu Expédition Sagesse, qui est modulable, entre autres. On peut créer des thématiques. Hein. Le jeu de base a plusieurs thématiques, mais là, comme en ce moment, on est en train de faire développer une thématique autour du genre, la question du genre.
qui est une question quand même très large. Bien sûr. Puis on pense que c'est quand même un enjeu Essentiel. Essentiel, oui. Absolument. Là, ce qu'on a fait, quand on travaille, ben, on a les chercheurs en études de genre, en sociologie, je pourrais vous en nommer plusieurs. Fait qu'on contacte les chercheurs, on a contacté des associations, des parents, des gens qui sont en lien vraiment avec la problématique. Donc, des gens qui sont sur l'expérience terrain, des gens qui sont vraiment dans le milieu de la recherche ou ce qui étudient vraiment tous les trucs qui ont été autour. Fait que pour nous, c'est de toujours travailler conjointement avec ces gens-là. Et puis après, ben, on teste nos outils, mais avec la collaboration de ces gens. Fait que c'est toujours... ouais. Ce sont des outils pédagogiques que vous avez mis à disposition de tous ces gens-là, dont ce jeu, effectivement, dont vous avez commencé à nous parler, qui s'appelle Expédition Sagesse. Oui. C'est un jeu que vous avez créé avec l'association, pensé avec et pour des professeurs. Oui, c'est ça, hein? Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors là, on a quelques cartes qui sont tirées du jeu. Oui. Le jeu, il existe également en version numérique qu'on peut... Oui, c'est ça. On n'a pas encore la version, je dirais, web, mais on a quand même la version tablette. Tablette, c'est une application qu'on peut télécharger, c'est ça? Oui, ben, c'est sur notre site Internet. Vous pouvez aller dessus. Vous pouvez l'avoir sur la tablette. C'est sur le site de l'association? Oui, sur le site on peut récupérer le jeu en version tablette? Oui, et vous avez le lien aussi pour faire des photocopies du jeu, pour l'utiliser, que ce soit en classe, que ce soit en famille avec les enfants. Oui, parce que si on a envie d'avoir la version physique là, avec les cartes, c'est simplement des photocopies à faire. Oui, c'est ça, juste des photocopies, puis il est gratuit. Hein. Voilà, c'est pas quelque chose que vous vendez. Non, pour nous, c'est là, c'est des photocopies que vous avez plastifiées, en fait. Oui, hein, c'est ça, exactement. Alors expliquez-nous un petit peu, vous voyez, on a une carte, donc critères philo, on a critères social, on a la carte question, et on a la carte défi. Oui. Alors... En quoi consiste ce jeu précisément? OK. Mais déjà, la version de base du jeu, ben là, il y a peut-être des versions subséquentes avec des défis et tout, que je me passerai peut-être d'expliquer le détail. Mais la version de base, dans le fond, c'est un jeu qui permet justement de développer des compétences réflexives. C'est-à-dire, ça peut être donner des exemples, donner des compétences, donner des exemples, donner des arguments. Dans le fond, à chaque fois qu'on va communiquer. Il y a deux personnes qui un dialogue. Fait que je vous donne un exemple. Vous avez sur la table 3 séries de critères. Les critères, ça se trouve être, je vous donne l'exemple ici. Contexte. Ouais. Bon, je vais devoir répondre à la question. On tourne la question. On a le choix d'une question. Bon. Alors, quel est le livre qui te représente le mieux? Quel est le livre qui te représente le mieux? Oui, bon, ça peut paraître banal, mais l'idée, c'est que toutes les questions c'est des questions à savoir philosophiques. Oui, puisque le principe, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Hein, c'est ça, hein, c'est le principe de ce jeu. Oui. C'est, enfin voilà, toutes les réponses sont possibles. Oui, toutes les réponses sont possibles. Et toutes les réponses sont bonnes, en fait. Exactement. Mais l'enjeu, par contre... Comment est-ce qu'on gagne, c'est ça? C'est-à-dire, c'est un jeu qui est collaboratif, déjà en partant. Le but, c'est de répondre au plus de questions possibles, c'est-à-dire le plus de critères qu'on va tourner avec le moins de questions possibles. D'accord. Le but, c'est toujours ensemble. De réfléchir le plus longtemps, finalement, sur une question, en fait. D'avoir le plus de... C'est pas tellement le plus longtemps, mais c'est d'avoir amené le plus d'arguments. D'arguments. Voilà. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est que plus je vais avoir mis des critères qui permettent de valider que j'ai réfléchi, j'ai apporté un exemple, un contre-exemple. Fait que l'idée, c'est d'avoir vraiment un dialogue ensemble, mais que ce dialogue-là, il soit vraiment bien étayé. Alors, Lisette Prince, vous nous parliez des différentes méthodes pédagogiques que vous avez développées. Oui. Il y a des vidéos, il y a du contenu écrit également sur votre site. Et puis, il y a ce jeu. Ce jeu, c'est finalement pourquoi? C'est parce qu'on apprend plus facilement par le jeu? C'est ça que vous avez voulu montrer aussi? Nous, on a vu quand même que... la recherche dit quand même que le jeu peut permettre de faciliter les apprentissages. On le voit un peu dans le domaine pédagogique. Mais nous, on s'est quand même... tous nos outils ont été créés en collaboration aussi avec des game designers qui font vraiment des jeux pédagogiques parce qu'on est quand même lié avec le Centre de recherche interdisciplinaire, c'est-à-dire maintenant, c'est le Learning Planet Institute dans le Marais. Et puis, on a tout construit avec eux. Fait que les sciences de l'éducation, on a aussi les game design, on a... et puis, oui, le jeu est quelque chose qui permet de mieux apprendre. Oui. En quoi c'est important pour un enfant de développer son esprit critique? OK. Je dirais en partant, pas juste pour les enfants. Notre jeu, à la base, on l'a pensé pour les enfants qu'on pensait. Pour les enfants, au départ. Oui. Mais à partir de quel âge, en général, un enfant peut jouer à ce jeu, mais à partir de quel âge est-ce qu'on peut développer un esprit critique? Je vous dirais, les enfants peuvent commencer déjà à réfléchir dès 4 ans. Hein. Ah oui? Oui, parce que si on parle de la philo pour enfants, qui est un peu les mêmes bases que ça, les enfants à partir de 4 ans. C'est sûr que le jeu, on souhaite que les enfants sachent déjà lire un peu,
Donc, 8 ans est peut-être l'âge idéal. Alors qu'en réalité, à l'école, la philo, on en fait beaucoup plus tard que ça. Oui. C'est un problème, ça? Qu'on en fasse plus tard? Oui, qu'on en fasse si tard que ça à l'école? Ben, je pense qu'à partir de la seconde, finalement? Moi, je pense que ça pourrait être intéressant, oui, de commencer à réfléchir avant. Je veux dire, on a déjà des décisions à prendre dans notre vie, avant même d'être en seconde, hein, je pense. Ben oui. Donc, l'esprit critique, c'est de dire, j'apprends à réfléchir consciemment. Peut-être que j'aurai pas les mêmes enjeux quand j'ai 8 ans que quand j'en ai je sais pas quel âge, mais si j'ai déjà commencé à apprendre à avoir une espèce de conscience, une réflexion sur ce que je fais, sur ce que je dis, et que je sais ce que je suis en train de faire plutôt que d'agir de façon automatique et de croire aussi tout ce que je vois, tout ce que j'entends sans réflexion. Voilà, fait que c'est... Oui, nous croyons beaucoup que c'est important pour c'est important. Oui. Alors aujourd'hui, les jeunes utilisent aussi beaucoup les réseaux sociaux pour s'exprimer. Oui. Et d'une manière générale, on est dans une société où on favorise beaucoup le débat dans les discussions. On est un petit peu habitué à donner son avis pour surtout et n'importe quoi. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ça finalement? Moi, je pense que oui. C'est intéressant parce qu'on apprend à construire son idée, sa pensée. Mais je vous dirais que nous, le jeu, comment il est constitué, c'est une argumentation, mais il est vraiment fait pour favoriser un échange, un lien. Voilà, on va au-delà de. C'est comment ensemble on peut construire quelque chose. On réfléchit à une question, je donne mon avis, tu donnes la tienne, mais c'est apprendre à rebondir sur ce que l'autre a dit et de construire aussi à partir de ce que l'autre a dit. C'est pas toujours d'être un contre l'autre, là. Bon, il y a des idées qui peuvent échanger, mais le but, c'est de dire, est-ce qu'on peut travailler ensemble à construire une réflexion et à trouver peut-être les meilleures idées? L'idée n'est pas forcément de contre-argumenter. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui. Les outils que vous proposez aujourd'hui, est-ce qu'ils servent aussi à des jeunes pour la préparation d'examens, par exemple, comme le grand oral du bac? Oui, mais je vous dirais, bonne question. Oui. Je veux dire, on ne l'a pas encore utilisé. Est-ce que c'est quelque chose qui peut servir finalement à tout ce qui amène une réflexion, donc notamment lors des oraux en examen? Bien, je vous dirais que, comme je vous disais, le jeu est conçu modulable. Oui. C'est-à-dire, les questions qu'on a ici, nous, on en a constitué une série. Mais un enseignant pourrait décider, ou n'importe qui, de créer ses propres questions puis les intégrer dans le jeu. Fait qu'il est vraiment fait pour être facilement récupérable pour toutes ces grandes questions-là. Alors, vous m'avez beaucoup parlé de philosophie depuis tout à l'heure. Oui. Il est également question de science dans Efficience. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez voulu réconcilier finalement philosophie et science ? Parce qu'on a souvent tendance à mettre en compétition, d'ailleurs, les littéraires et les scientifiques. On le voit à l'école. On en parle beaucoup aussi, d'ailleurs, avec les sujets autour des maths dont on parle en ce moment. Oui. Vous avez voulu réconcilier ces deux sujets. Bien, je vous dirais déjà, à la base, si on regarde comment l'esprit critique se développe. Nous, on a fait une synthèse de recherche autour du développement de l'esprit critique. On a vraiment tout un... même si sur notre site Internet, n'importe quel enseignant qui voudra aller le consulter, tout ça. Et puis, on remarque qu'il y a l'épistémologie, il y a les sciences de... mettons, l'origine des sciences aussi. Oui. Tout ça est là. Mais ça, c'est une réflexion qui est philosophique aussi. On a toute la dimension. Fait qu'on est porté à les opposer, mais au final, tout ça, à la base, est interrelié. Voilà. Et on ira découvrir tout ça donc, sur votre site Internet. Et Efficience, oui? Oui, on est en train justement de faire une série d'éducation à l'esprit critique pour les éducateurs, entre autres, les parents qui voudront pouvoir éduquer à l'esprit critique. Fait que ça, c'est en construction. Et tout ça, on pourra retrouver ça sur votre site Internet? Sur le site Internet, sur YouTube et partout. Efficience.com? Non, c'est Efficience, EPHISCIENCE, comme éducation, philosophie et sciences.org. .org, c'est bien noté. Merci beaucoup, Lisette Prince, directrice générale et cofondatrice de l'association Efficience, d'avoir été avec nous sur ce plateau et à très bientôt. Ben, merci beaucoup. Tout de suite, c'est le moment de retrouver Malika Ménard pour la dernière partie du souvenir d'écolier d'April Benayoum. L'école de demain, pour vous, c'est quoi ? L'école de demain, je pense qu'elle a déjà commencé à mon époque parce que je me souviens que... je me souviens très bien que les tableaux commençaient... C'était le tout début où les tableaux commençaient à être digitalisés. Donc, de toute façon, je pense que ça va se tourner vers le digital, vers les cours plus en ligne. Donc là, on l'a bien vu avec la crise du Covid, mais je pense que ça va être encore plus comme ça. Donc une école numérique, une école digitale. Ouais.
Avec des journées plus courtes. Bah oui, ça serait très bien. Je vote pour, même si je suis plus dans le système scolaire. Tout en travaillant autant, bien sûr. Hein. Oui. Plus intensément. Il y a certains candidats à la présidentielle qui militent pour le retour de la blouse à l'école afin de mettre fin aux discriminations. Qu'est-ce que vous en pensez ? Personnellement, je ne serais pas pour. Parce que moi, j'ai toujours bien aimé exprimer mon style, comment j'avais envie de m'habiller, même si j'avais envie d'être très apprêtée ou non. Je pense que c'est mon choix. Après, je peux également comprendre qu'on ait envie de faire ça pour enlever les discriminations, mais en tout cas, moi, dans les écoles, c'est pas la solution. Voilà, je trouve pas que ce soit une solution vraiment durable, même sur le long terme, quoi. Vous êtes engagé en faveur de l'ONG Clean My Calanque, qui lutte pour la protection de l'environnement. Oui. C'est aussi ça l'école de demain ? Je pense que, d'ailleurs, dans ma dernière école, en école de commerce, on avait des projets obligatoires pour soutenir des associations. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'était la première fois que je faisais ça. Et c'était très bien parce que voilà, on permettait à certaines associations d'être mises en lumière, d'avoir des compétences qu'elles n'ont pas forcément. Donc c'est une très bonne chose et je serai en faveur pour. Puis je proposerai également à Clean My Calanque certaines écoles de commerce. Même de sensibiliser les plus jeunes, les enfants, à la cause environnementale ? Effectivement, parce que moi, ça a commencé dès le plus jeune âge. Et je me souviens, c'était en primaire, il y avait une personne d'une association qui était venue pour nous parler de la pollution, de l'environnement, etc. Puis nous, on habitait près de la mer, donc c'est toujours important d'être sensibilisé à ça. D'autant plus que la mer Méditerranée, c'est la mer la plus polluée du monde. Donc ça a commencé très tôt et je pense qu'au plus on s'y prend tôt, au mieux ce sera et au mieux ça restera dans les esprits des jeunes. Donc, on a bien noté toutes vos recommandations pour l'école de demain. Je peux être ministre de l'Éducation si vous voulez. On lance. Après, le cinéma, la politique. Je fais tout. Tout est ouvert. En tout cas, c'est déjà la fin de cette émission. C'est passé vite. Merci beaucoup, April, d'avoir partagé avec nous tous vos souvenirs. Merci, Malika. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. Merci Malika Ménard. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV. Voici le Zap. Je reviens sur le fait justement que les étudiants et étudiantes soient les premiers moteurs justement de cette demande de formation, de mieux appréhender la transition écologique comme vous en parlez si bien. Les derniers à l'avoir fait, ce sont les élèves de la haute fonction publique, notamment quand il était question de préparer les futurs cursus de l'Institut national du service public, l'INSP, qui vient de remplacer l'ENA. De leur propre aveu, ils disaient qu'ils étaient appelés à occuper des postes clés pour atteindre les objectifs environnementaux de la France, de leur pays, mais qu'ils sont insuffisamment préparés en la matière. On le voit, ils veulent être mieux préparés parce que ces décisions, ça va être à eux et à elles de les prendre dans un futur très proche. C'est tellement évident. Bien sûr, nous avons actuellement, il ne faut pas nous cacher que nous avons actuellement des élites économiques, politiques, des décideurs, je dirais, dans tous les domaines, qui ne savent pas de quoi ils parlent quand ils parlent de la transition écologique au sens large. C'est clair. Et il faut effectivement que chacun puisse, aborder cette transition de façon juste, correcte. Et cela, c'est quand même notre objectif. Et pour la haute fonction publique, c'est très important. Bien sûr, j'ai moi-même donné d'ailleurs des conférences à l'INSP, il y a l'antenne parisienne il y a quelques semaines, donc je sais, j'ai eu l'occasion de rencontrer bien sûr cette ancienne ENA, d'en discuter, et il y a vraiment une demande, et il y a eu, je crois aussi, une tribune de ces hauts fonctionnaires qui a été extrêmement importante. Il y a un besoin dans toutes les couches de la population, et c'est vrai pour la formation permanente, c'est vrai pour la formation de tous les secteurs de la fonction publique actuellement. Donc c'est tout cela. Si on veut réussir cette transition, et je crois que nous le souhaitons collectivement, il le faut, cette transition, ou nous la réussirons ou nous la subirons.
Hein, c'est très clair, si nous ne faisons rien, il y aura des conséquences importantes dans tous les domaines que j'ai mentionnés, environnementaux, sociétaux, bien sûr sur les problèmes climatiques, mais aussi sur les problèmes de biodiversité. Tout ça est important. Et où nous la réussissons collectivement, et la formation est importante, où nous la subissons. C'est bien clair, donc il faut vraiment, je dirais, s'y engouffrer. C'est ce à quoi j'invite tous les jeunes, et puis tous ceux qui sont concernés à le faire. Comment tu dates, la nouvelle série de Marie de Brouwer. Marie, avant de lutter contre la discrimination, il faut comprendre qu'on est discriminé. Et pour vous, ça n'a pas été immédiat? Non, ça a mis énormément de temps. La grossophobie, donc c'est la discrimination des personnes grosses. J'ai compris que j'en étais victime quand j'ai découvert le mot en fait en lisant le journal. Et vous avez quel âge? J'avais 20 ans. D'accord. Vous lisiez pas, c'était pas le Petit Quotidien que vous lisiez. Non, non. C'était Libération. D'accord. Et je tombe sur un article sur la grossophobie et je suis là. Oh, ok, d'accord. En fait, c'est ça que je subis depuis toujours. Je pensais que la grossophobie, c'était quelque chose que je méritais puisqu'il me suffisait de maigrir pour ne plus être grosse, en fait. C'était ça, de votre faute, quoi. Voilà, c'était de ma faute. Dans ma tête, c'était de ma faute. Et puis, j'ai bien compris que non. Et alors, quels étaient les indices que vous repérez a posteriori dans votre enfance, dans votre adolescence, de l'expression de cette discrimination? Elle prend plein de formes. Déjà, le rapport constant à la nourriture, dès qu'on est un enfant, un peu rond, un peu... Voilà, pas mince, alors qu'on est des enfants. Je comprends pas pourquoi on pose ce regard-là sur nos corps, mais c'est tout de suite faut faire attention. Et quand on dit fais attention à un enfant de 8 ans, bah forcément à 15, c'est un rapport à l'alimentation et à son corps qui est compliqué. Donc il y a eu ça pendant longtemps, mais aussi le rapport au médecin. Moi j'étais terrorisée à l'idée d'aller chez le médecin puisque c'était passage sur la balance obligatoire, même quand je venais juste pour une petite angine. Du coup, j'ai refusé catégoriquement d'aller chez le médecin pendant des années, jusqu'à prendre soin de ma santé plus tard. Moi, je pense que ce qui manque dans l'éducation, dans le système éducatif national, c'est l'innovation, en fait. C'est pourquoi je salue... Alors, quelle innovation? De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous avez en tête quand vous parlez d'innovation? Je vais commencer au niveau des conseils au gouvernement. Je vais commencer au niveau du programme, en fait. Je pense qu'on a un programme totalement incohérent. Donc, je m'explique pourquoi j'ai dit qu'un programme totalement incohérent. Je vois que dans le Nord, ça s'améliore, en fait. Parce que je vois des programmes quand même, même si je ne suis pas d'accord avec ces programmes d'études, mais je vois des programmes qui ne sont pas tout à fait, en fait, en conformité avec nos réalités. Aujourd'hui, je vais en fait, faire focus surtout sur l'enseignement du secondaire, c'est-à-dire que de la seconde, donc à la terminale, je vais profiter en fait de l'occasion. Voilà, je vais profiter en fait de l'occasion pour dire que pourquoi moi j'ai changé de cursus quand j'étais en élève en S, c'est parce que justement quand je faisais S, je voulais réussir en série S1. Donc, pour faire les métiers de l'aviation, donc, mais je n'ai pas pu parce que justement, mon lycée, non seulement, ce n'est pas un lycée qui est approvisionné en termes de produits chimiques et tout, parce que quand même, il faut manier le secondaire, ces produits-là, en fait. Et il y a l'absence totale donc, des outils techniques, en fait. Je parle donc des nouveaux TIC, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, il n'y a pas, en fait, aussi, le système, c'est une chaîne. Et pour que cette chaîne-là porte ses valeurs, ses fruits, il faut que, comment dirais-je, le socle ou la base soit solide, en fait. Et je vois jusqu'à l'enseignement supérieur, il y a des étudiants qui ont cette difficulté de manier des outils en fait informatiques. Aujourd'hui, je donne juste un exemple banal. Un étudiant qui sait pas en fait au Sénégal, je vais le dire, c'est pas le fait de jeter en fait des pierres sur le système éducatif, mais il vaudrait mieux quand même de dire la vérité et pour que les autorités ils sachent que en fait nous en tant que ressortissants donc du pays, donc on s'informe. Moi, je suis toujours sur l'actualité en fait comment ça fonctionne, ça m'intéresse en fait justement. Donc un étudiant qui n'arrive même pas à manier donc Excel, PowerPoint, etc. Donc c'est totalement c'est grave quand même quoi au XXIe siècle en 2022. Est-ce qu'on est en train d'assister à un jeu de poker menteur? Parce que Meta peut vraiment se passer des utilisateurs et des utilisatrices européennes. Attention, l'Europe, c'est un marché absolument faramineux pour Mark Zuckerberg. Est-ce qu'il peut vraiment s'en passer, Damien? Alors, ce qui est très clair, c'est que d'abord, ils n'ont pas dit officiellement qu'ils allaient partir. Ils ont menacé. C'est une phrase qui apparaît dans un document, on va dire, déposé à la SEC, le gendarme européen de la bourse, gendarme américain de la bourse, où en gros, il disait, si on ne peut pas faire autrement ou si la situation ne se clarifie pas,
peut-être falloir qu'on réfléchisse à partir ou à arrêter nos opérations. Bon, ça très bien. Est-ce que c'était fait exprès, pas exprès? On ne sait pas, ça a mis, n'empêche, le feu aux poudres. Ce qui est très clair, c'est que l'Europe, c'est le deuxième marché derrière les États-Unis pour Meta. L'Europe, c'est quand même plus de 500 millions d'utilisateurs et de consommateurs. C'est la deuxième puissance économique au monde. C'est un PIB de plus de 15 milliards de dollars, donc qui fait qu'on est derrière les États-Unis, mais devant la Chine et le Japon. Donc je pense quand même que Meta va y réfléchir 2 minutes, parce que ce serait quand même s'amputer d'un gros marché. Mais bon, quand même, c'est un jeu de poker menteur, ce qui est un peu la règle du jeu. C'est de ma faute. On me fait comprendre que c'est ma responsabilité en tant qu'individu si mon corps ressemble à ce qui ressemble. Et du coup, j'ai honte, j'ai l'impression que je suis faible, que c'est de ma faute. Ouais, c'est vraiment ça qui prédomine, quoi. Qu'est-ce que l'école fait ou ne fait pas, puisqu'on parle d'éducation sur School TV, dans cette situation? L'école, ça dépend. Je pense que déjà d'éduquer sur peut-être cette problématique-là. Je pense que toutes les discriminations méritent qu'on en parle à l'école. Hein. C'est important d'en parler. Mais c'est vrai que la grossophobie, c'est un peu le dernier. C'est un peu nouveau. On a l'impression que... Moi, par exemple, on me dit souvent que je fais la promotion de l'obésité quand j'ai juste aux gens de laisser les personnes grosses tranquilles. Et voilà, il y a un peu ce truc-là. Comme on touche à un sujet qui touche aussi à la santé, l'éducation est très, très frileuse. Et les ados, comment ils réagissent à la fois, je disais que vous aviez fait ce documentaire, La grosse vie de Marie. Il y a Comment tu dates maintenant. Ils vous parlent, ils vous remercient. Sur les réseaux sociaux, je reçois plein de messages d'ados, de jeunes femmes, de jeunes garçons de 12 ans, 13 ans, qui me disent que ça les a aidés, qu'ils reprennent confiance en eux, qu'ils ont compris plein de choses. Je reçois aussi beaucoup de messages hyper tristes, de personnes de 13 ans qui sont harcelées à l'école à cause de leur poids. Et donc, je suis hyper touchée de savoir que ces jeunes-là ont eu accès à mon documentaire, parce que moi, quand j'avais leur âge, ça n'existait pas. Alors, ça ressemble à quoi le système scolaire au Sénégal? Alors, on distingue 2 secteurs, les secteurs formels et non formels. L'éducation formelle au Sénégal est organisée en 4 niveaux d'enseignement. L'éducation préscolaire, l'enseignement élémentaire, l'enseignement moyen, l'enseignement secondaire, puis l'enseignement supérieur. L'école, c'est obligatoire de 6 à 16 ans, c'est ça? Exactement. L'enseignement élémentaire et moyen sont fondamentaux. L'enseignement élémentaire est composé de 6 années, le CP, le CE1, le CE2, le CM1, le CM2, comme en France. Mais il y a une année supplémentaire par rapport à la France qui se situe juste avant le CP. Ça s'appelle le CI, cours d'initiation. L'enseignement moyen dure 4 ans, comme la France, de la 6e à la 3e. Et l'enseignement secondaire dure de la seconde à la terminale. Il existe 2 séries d'études, une série littéraire et une série scientifique, avec 2 options, soit les économies, soit des sciences économiques et expérimentales, soit les mathématiques. Alors, vous m'avez dit qu'il y a l'éducation formelle, mais aussi de la non formelle. La non formelle, c'est quoi? Alors, le secteur de l'éducation non formelle comprend l'alphabétisation, les écoles communautaires de base et les écoles dites du 3e type. L'alphabétisation prend en charge les personnes de plus de 15 ans. Les écoles communautaires de base sont destinées à prendre en charge les enfants de 9 à 14 ans qui n'ont pas été scolarisés ou qui ont quitté le parcours scolaire formel très tôt. Et les écoles du 3e type sont, pour le gouvernement sénégalais, les autres formes d'écoles hors normes, comme les écoles dans la rue ou encore organisées par des organismes non formels. Erwan, on y croit ou on n'y croit pas au coup de bluff de Mark Zuckerberg pour quitter l'Europe? Pour ma part, j'y crois absolument pas. Je pense que c'est vraiment à la fois un coup de bluff, en effet, pour dire attention, on pourrait froncer les sourcils, mais aussi pour tâcher d'alerter les principaux concernés, à savoir, est-ce que les utilisateurs vont se soulever pour que Facebook reste? Est-ce qu'on peut, à mon avis, faire du B2C2B, on dirait en business. Je pense qu'il y a peut-être eu cette tentative, je suppose que, sachant qu'en effet, ils n'ont jamais fait de communication officielle. Ils ont surtout, c'est au détour d'une phrase, il y a même leur vice-président qui a dit « mais non, on compte pas du tout partir ». Donc oui, c'est un peu un jeu passif-agressif, un peu bizarre. Mais il y a un autre enjeu, je pense aussi, c'est de se demander... bon, ça peut, à défaut de se barrer, ça peut être une force de négociation, de peser. Bon là, malheureusement, même aux États-Unis, les compatriotes commencent à dire, je crois que c'est Mashable qui a dit « Ah, Facebook menace de se barrer d'Europe, quelle chance ils ont !» Donc voilà, ils sont quand même dans une sale situation, Facebook globalement, en termes de réputation, tout ça. Mais le truc, c'est que la question que j'aimerais poser, c'est ils ont pas mal communiqué sur... Oui, mais pour les entreprises, ça va être désastreux, pour les entreprises européennes, pour les PME, pour toutes ces boîtes qui se servent de Facebook pour faire du business. Alors, ça peut avoir l'air un petit peu catastrophiste, mais
j'ai jamais entendu de son de cloche du genre quels seraient les réels impacts pour des entreprises qui font du business avec Facebook, notamment des business traditionnels, s'ils s'en allaient. Donc, j'ai envie de dire, c'est tellement, on va dire, vague, fumeux et sur des échelles, enfin, comme tu le rappelais juste avant, en effet, c'est plus de 400 millions d'utilisateurs actifs. C'est très gros pour Facebook, je crois que c'est 15% de leurs revenus, l'Europe. J'y crois pas, mais au-delà de à quel point ça va peser dans la négociation, quelles sont les réalités derrière que ça aurait s'ils s'en allaient? Je ne parle pas forcément pour les gens, pour les individus, mais pour les entreprises. Ça m'intéresserait, notamment les petites et moyennes entreprises. Est-ce que finalement il y a des schémas entre ce que vous décriviez sur la grossophobie et les discriminations dont peuvent être victimes les séropositifs, c'était l'épisode 1, des prisonniers ou d'anciens prisonniers, et puis toutes les personnes que vous allez interviewer dans cette série? Pourquoi j'ai étendu? C'est parce que je suis revenue un peu aussi au pourquoi je fais du journalisme, parce que parler de grossophobie, c'est aussi parler de moi, et du coup il y avait cette notion que j'avais un peu marre de parler de moi en fait. J'avais envie de donner la parole à d'autres gens, et oui, il y a des similitudes parce que par exemple la fétichisation, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent quand on est une personne racisée, par exemple, on va être fétichisé sur les applications de rencontres, dans la vie sexuelle. On en avait parlé effectivement avec Grassley qui parlait de tout ce qui était lié à l'image que les femmes asiatiques pouvaient, les stéréotypes. Voilà. Et du coup, c'est pareil pour les personnes grosses, c'est le fait qu'on soit tous plus ou moins invisibilisés ou alors qu'on parle toujours de nous de la même manière. C'est-à-dire les personnes grosses, ça va être ah là là, l'obésité c'est horrible. Une personne qui sort de prison, c'est ah là là, quel parcours, ça doit être très triste. Qu'est-ce que cette personne a fait? Et moi je me suis dit ok, on va parler d'amour. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. J'ai été ravi de vous accompagner tout au long de cette semaine. Lundi, vous retrouverez Virginie Guillaume qui sera de retour. Merci à notre productrice Emma Guessel qui m'a accompagné toute cette semaine pour l'actu en bref. Merci à toutes les équipes de School TV, à la production, la rédaction, en régie et au maquillage. N'oubliez pas de vous connecter sur schooltv.com pour voir ou revoir cette émission. Nos réseaux sociaux également et puis sur Freebox, canal 247. Je vous dis à très bientôt. Ciao.